Les marques multiplient de plus en plus les leviers, ce qui fait qu'on a du mal un peu à savoir qu'est-ce qui génère vraiment de l'acquisition. Le questionnaire post-achat, c'est un outil qui est hyper intéressant puisque ça permet en fait d'avoir des données déclaratives. Ça permet de faire le lien entre et d'avoir des données consolidées tout simplement pour essayer de réconcilier les données plateforme et business quoi. Meta, c'est à mon sens une plateforme qui permet de créer l'intention. Donc forcément, il faut plusieurs touchpoints pour créer le besoin chez l'utilisateur. Si tu le mets dans la page de confirmation de commande, il y a un petit shot de dopamine chez le client qui fait qu'il a envie de te répondre. La plus importante, c'est comment vous nous avez découvert. T'as cette partie-là et ensuite t'as une autre erreur qui est de pas de vraiment se fier à la data à l'instant T et de tout casser et de pas se dire en fait il faut prendre du recul, ça reste quand même du déclaratif. Au-delà de 3 en général tu vois ton taux de répondants qui chute. Bienvenue dans Market Makers, le podcast des experts du média, de la créa et du CRO. Ici, on décortique les meilleures stratégies de scaling pour faire croître votre e-commerce. Avant de plonger dans l'épisode, si ce contenu vous aide, pensez à prendre 10 secondes pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste pour vous, mais c'est un énorme coup de pouce pour nous et ça nous permet de garder le podcast 100% gratuit et actionnable. Merci et bonne écoute. Comme vous le savez, on est dans une ère qui est assez complexe avec des parcours multi-leviers, multi-device et une attribution qui n'est pas toujours très très simple. Et donc aujourd'hui, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Mélissa, Performance Manager Senior chez Rhodes. Et avec Mélissa, on va décortiquer aujourd'hui un outil particulier qui est encore, à mon sens, trop peu utilisé, mais qui est redoutable. C'est le questionnaire post-achat ou post-purchase survey en anglais. Donc on va revenir un peu sur à quoi ça sert, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, comment le mettre en place et surtout comment s'en servir pour piloter Meta et prendre de meilleures décisions business. Voilà, donc ça va être un épisode qui est assez opérationnel, comme les épisodes de Market Makers. Et bien du coup, on peut démarrer sans plus tarder. Salut Mélissa, comment vas-tu ? Très bien. Et toi? Très bien, très content de faire cet épisode avec toi. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, le questionnaire post-achat, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert ? Yes, carrément. Le questionnaire post-achat, comme son nom l'indique, c'est un questionnaire qui apparaît juste après l'achat, dans la page de remerciement, très souvent. L'objectif principal, je dirais que c'est de comprendre ce qui a réellement déclenché l'achat. Déjà en termes de levier, puisque comme tu le disais, il y a les marques multiplient de plus en plus les leviers, ce qui fait qu'on a du mal un peu à savoir qu'est-ce qui génère vraiment de l'acquisition. Ensuite, qu'est-ce qui a déclenché l'achat en termes d'argument marketing? Et enfin, qu'est-ce qui a convaincu finalement le client en termes de créa et de message? C'est un outil qui est hyper intéressant puisque ça permet en fait d'avoir des données déclaratives. Et quand on fait le lien entre les données déclaratives et ce qu'on peut retrouver dans des outils assez classiques que tout le monde, je pense, connaît, type Analytics, Triple Whale, etc., ça permet de faire le lien entre et d'avoir des données consolidées tout simplement pour essayer de réconcilier les données plateforme et business, quoi. Est-ce que, alors très clair, est-ce que tu peux nous dire justement sur ce point-là, en quoi le questionnaire post-achat, ça permet de, par exemple, mieux mesurer Meta versus ce qu'il y a sur un dashboard, puisque Meta a sa propre plateforme d'attribution. Dedans, tu as des indicateurs sur le coût d'acquisition, le coût par achat, ROAS, tout ça. Qu'est-ce que ça montre que du coup les dashboards ne montrent pas ? Alors, en fait, la problématique qu'on a très souvent, c'est que, par exemple, si je compare à Google, Meta, c'est à mon sens une plateforme qui permet de créer l'intention. Donc forcément, il faut plusieurs touchpoints pour créer le besoin chez l'utilisateur. Et si on monitor au last click, par exemple, bah forcément, Meta va être sous-évalué dans les dashboards. Là où Google, c'est l'inverse, puisque c'est une plateforme qui se veut intentionniste. Et donc forcément, très souvent, ce qui se passe, c'est que Google est surévalué, Meta sous-évalué, et donc les marques vont avoir tendance à surinvestir sur Google et sous-investir sur Meta. Le questionnaire déclaratif, ça te permet en fait, via la donnée déclarative du client, de savoir si c'est vraiment Meta, si Meta en tout cas a un impact et a été un déclencheur d'achat dans le parcours du client, quoi.
Intéressant, c'est vrai que c'est souvent une problématique qu'on retrouve chez les annonceurs qui font de la publicité sur plusieurs canaux. Tu as souvent des ROAS qui sont meilleurs sur Google ou des CPA qui sont meilleurs sur Google versus Meta, et donc ton réflexe va être de te dire j'ai investi plus sur Google que sur Meta, tandis que c'est pas forcément ça qui contribue à faire découvrir ta marque et donc à faire de l'acquisition au sens premier du terme. Euh, Si on rentre un petit peu dans le concret, questionnaire post-achat, déjà, peut-être pour commencer, où est-ce que ça se positionne? J'imagine après l'achat, mais particulièrement pour maximiser les réponses. Ah, idéalement, c'est dans la page de confirmation de commande. Après, tu as des marques qui prennent le parti de le mettre sur de l'emailing, mais à mon sens, c'est beaucoup moins efficace, puisqu'en fait, si tu le mets dans la page de confirmation de commande, il y a un petit shot de dopamine chez le client qui fait qu'il a envie de te répondre. Et donc, souvent, déjà, là, il y a plus de répondants, et puis en plus, la donnée est un petit peu plus fiable, puisque le client se souvient de qu'est-ce qui a déclenché son achat et de pourquoi il est passé à l'acte là tout de suite. Hmm. Donc moi, j'aurais tendance à recommander aux marques de le mettre dans la page de confirmation de commande, Donc juste après le paiement. juste après le paiement. Ok. Et du coup, ça prend quelle forme? Est-ce que des questionnaires post-achat, on en voit un peu de tout type. C'est quoi un peu les questions à poser? On parlera peut-être un peu après des outils ou du format, mais déjà sur les questions, qu'est-ce que tu mettrais, toi? Moi, je pense que la question la plus importante, c'est comment vous nous avez découvert, puisque c'est un peu ça qui permet de répondre à la question numéro une, qui est quel levier a déclenché l'achat chez le client. Je précise que là-dessus, souvent, les marques, elles font l'erreur de mettre juste Instagram, Facebook. Mais la réalité, c'est que, et d'ailleurs, ça confirme qu'on fait hyper bien notre job, c'est que peu de personnes font la diff entre une pub, quand c'est très organique, ils font un peu la diff entre une pub et un post de la marque, par exemple. Hmm. Et du coup, nous, on fait vraiment attention à faire la diff entre publicité Facebook, Instagram et post Facebook organique, quoi. Ça, c'est la première question. Et après, tu peux ajouter des questions complémentaires. Typiquement, qu'est-ce qui a déclenché votre achat? Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de l'insight sur, par exemple, les angles marketing que tu vas pousser en publicité. Tu peux aussi avoir des questions sur les freins. Donc, qu'est-ce qui aurait pu vous freiner dans votre décision d'achat? Pareil, ça permet de recueillir des objections que tu vas pouvoir, par exemple, aller mettre en retargeting en pub. Et après, moi, une question que j'aime beaucoup, c'est depuis quand connaissez-vous la marque? Puisque ça te permet de savoir le temps de conversion entre le moment où la personne découvre la marque et le moment où elle passe vraiment à l'achat. C'est Hmm. pertinent, notamment sur des marques avec des gros paniers moyens, où ça prend du temps. Et donc c'est important pour nous d'avoir ce type d'information pour se dire que, par exemple, sur ce type de marque, il faut multiplier les touchpoints pour vraiment déclencher l'achat, quoi. Donc une question principale sur comment vous nous avez découvert. Donc là, tu listes les différentes sources. Donc j'imagine Instagram, Facebook, Google. Tu disais potentiellement distinction payant, organique. C'est quoi un peu ce que tu mets d'autre? Ça peut être l'influence aussi, Ouais, qu'on s'est mis par le client. Ça peut être les médias ouais, pour les marques qui font du RP. Globalement, ça va être plutôt ça, quoi. ok. Ensuite, une deuxième potentiellement question en fonction de ce que tu veux aller chercher comme info. Donc, quand est-ce que vous nous avez découvert? Qu'est-ce qui vous a convaincu d'acheter? Sur le qu'est-ce qui vous a convaincu d'acheter, par exemple, quel type de... Parce que tu vois, on pourrait dire... euh, par exemple, moi, d'instinct, je mettrais, je sais pas, vos visuels, le packaging, ce genre de choses. Qu'est-ce que toi, tu as l'habitude de mettre dans cette question-là? Alors, ça va être plutôt la dimension prix, tu vois, Ok, par exemple. Ensuite, ça peut être des arguments de la marque. Tu vois, par exemple, l'aspect Made in France. Souvent, ça revient, les marques, elles aiment bien le vendre. Et au ok. final, tu regardes le questionnaire post-achat, tu te rends compte que c'est assez minoritaire dans la décision d'achat. Ça peut être aussi le produit slash ses bénéfices. Ça peut être la preuve sociale, donc les avis. Et parfois, par exemple, si tu fais de l'influence, ça peut être aussi justement les leviers de crédibilité que tu vas aller activer, tu vois, du média ou de l'influence. Tu recommandes combien de questions?
Le mieux, c'est de s'arrêter à 3, quoi. Au-delà de 3, en général, tu vois ton taux de répondants qui chute. Et- Après, tu peux faire des mini-tests. Nous, c'est ce qu'on fait. On essaye de faire des mini-tests sur des périodes très courtes où on sait qu'on va envoyer du spend sur les plateformes. Et du coup, ça nous permet justement de recueillir de l'insight sur des temps très courts. Et comme ça, après, on vient écrémer et on revient à un questionnaire qui est plus basique, tu Et puis j'imagine que moins tu as de questions, plus elles sont simples, plus tu as un taux de répondant qui est élevé. vois. Ouais, forcément. Ouais, carrément. Donc à proscrire questions longues, questions trop techniques et du langage, du jargon, ce genre de choses, j'imagine aussi. Clairement. Ok. Alors, en admettant que tu aies du coup un questionnaire post-achat bien mis en place, on n'a pas parlé des outils. Il y a des outils que tu recommandes ou des outils qui sont assez connus, qui font bien le taf avec Shopify par exemple ou d'autres CMS? Ouais, t'as des apps Shopify qui sont hyper bien faites pour le coup. Moi, j'aime bien Zigpol parce que c'est très fluide. Hmm. Déjà, c'est très facile de mise en place pour nos clients. Très fluide, très smooth dans la manière. Même les dashboards d'analyse sont assez simples d'utilisation. Il y a NooCommerce aussi qui est pas mal. Et après, sur les autres CMS, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Par exemple, le PrestaShop, faut passer par de l'emailing, quoi. Ok. Euh, Très bien. Donc du coup, en admettant que on ait un questionnaire post-achat qui soit en place, on a des réponses, on commence à avoir de la data. Qu'est-ce que tu fais de cette data? Comment tu l'exploites? Parce que voir que tu as plus de personnes qui cette dernière semaine ont répondu Facebook que Google, ça te sert pas à grand chose. Comment tu l'exploites toi? Alors, dernière semaine, c'est un peu court. C'est un peu Ah, court. Moi, j'ai tendance à prendre des périodes qui vont être longues, tu vois. Typiquement, sur un mois, c'est déjà un peu plus représentatif. Et après, nous, ce qu'on fait souvent, c'est de calculer des CAC déclaratifs ok. par plateforme, ce qui te permet en fait de confronter donc ton CAC déclaratif déjà et ton CPA plateforme, parce que très souvent tu te rends compte par exemple que le CPA Google et le CAC déclaratif Google, c'est pas du tout la même dimension. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est de se dire, ok, on a un constat, typiquement par exemple, le CAC déclaratif de Meta est beaucoup plus intéressant que celui de Google. Alors Bah, juste le CAC déclaratif, comment tu le calcules? alors, c'est le coût d'acquisition sur base des réponses des nouveaux clients. Et c'est tout simplement le spend par le nombre de répondants et on dit oui sur la plateforme en question. Donc si tu Typiquement, as, si t'as genre 10 000 euros de spend, simplifions, si tu as 1 000 euros de spend et que tu as 10 répondants sur Meta, sur par exemple un mois, et que tu as 10 répondants qui ont dit Meta, qui ont découvert sur Facebook et Instagram, en gros, donc ton coût d'acquisition déclaratif, c'est 1000 divisé par 10 égale 100 euros, c'est ça? exactement, c'est Ok. ça, ouais, c'est ça. Et du coup, ça te permet, donc je sais plus ce que je disais, mais ce que je voulais dire, c'est une fois que t'as ton CAC déclaratif et que t'as ton constat là, sur le moment même, tu te dis par exemple, bah, mon CAC déclaratif méta il est plus intéressant, je vais faire évoluer un petit peu mon mix média en faveur de méta et ensuite je reviens refaire une vague d'analyse une fois que j'ai fait mon test pour voir ce que ça donne, quoi. Ok. Donc tu le regardes en fait en soi pas tant sur une période de temps arrêtée, mais c'est plus relativement d'une période à l'autre en fonction des ajustements que tu fais sur ton mix média ou au sein de tes plateformes, voir si ça fait varier ça, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, ça reste du déclaratif, donc il y a du biais. Ça, faut bien l'avoir en tête. Et je pense que c'est une erreur que de prendre en compte, ou en tout cas de prendre pour argent comptant tout ce que le questionnaire post-achat te dit. En revanche, c'est intéressant parce que ça te permet en fait de venir challenger un petit peu tout en confrontant cette dimension déclarative avec ce que tu peux avoir sur les autres outils, quoi. Hmm. Ok, super intéressant. Est-ce que tu as un exemple, un cas client où le questionnaire post-achat a vraiment pour le coup changé la manière de piloter les budgets et notamment les budgets investis sur Meta, pardon. Ouais. Alors moi j'ai deux cas, et d'ailleurs un en faveur de Meta et un en faveur de Google. Ok. C'est intéressant parce que je trouve que quand tu sors un peu la tête de l'eau, bah, tu te rends compte que c'est assez logique. Donc une marque qui commercialise plutôt un produit niche, et une marque qui commercialise un produit qui est
C'est un secteur ultra concurrentiel. Sur la première marque, en fait, le client, la marque, entre guillemets, ne croyait pas du tout en méta. Donc on a commencé un petit peu à retravailler ça, on a mis en place un questionnaire post-achat et puis on s'est rendu compte que Meta était quand même assez intéressant en termes de CAC déclaratif. Donc on a commencé un peu à pousser les spends Meta. Et en fait, derrière, une fois qu'on a vu qu'en effet, il y avait de l'impact à rajouter du spend sur Meta, on est venu complémenter le dispositif avec d'autres questions sur le questionnaire post-achat. Typiquement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le, le, entre le temps qui s'écoule entre le moment où le client potentiel découvre la marque et le moment où il passe à l'acte d'achat. Et là, on se rend compte qu'en fait, tu vois, il peut se passer 6 mois. Et donc, nous, notre rôle, ça va être de faire en sorte de pousser des messages sur Meta, de réduire le temps entre le temps de passage à l'acte, entre guillemets. Donc là, pour le coup, ça a vraiment complètement changé la donne. Et à l'inverse, t'allais rebondir. Oui, ça m'intéresse de savoir, en termes de chiffres, au début, ce client, il investissait en proportion combien sur Meta versus Google? Au début, c'était, je dirais, 60% Google, tu vois, 40% Meta. Et à terme, après, du coup, toutes ces analyses et ce serait un peu 80-20. 80, 80-20 Meta, ouais, 80 Meta et 20% Google. tout en ayant du coup des courbes de croissance et d'acquisition Ah oui, qui scalaient. ah oui, incroyable. Ouais, Ok. ouais, il y a eu un vrai impact. Ah, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est d'avoir vraiment cette lecture un peu multidimensionnelle, de se dire ok, j'ai ce que me disent les plateformes, je sais qu'il y a des biais, mais ça me permet de regarder si mes chiffres en fait, mes campagnes performent bien relativement l'une à l'autre. Après, il y a le questionnaire post-achat pour savoir si en fait, si tu pousses sur une régie plus qu'une autre, bah, ça se ressent dans les nouveaux clients et du coup la manière par laquelle ils ont découvert. Et toujours à coupler avec le troisième point de lecture qui est en fait les dashboards tout simplement d'acquisition, parce que si tu augmentes tes budgets et que il y a plus de gens qui disent que tu es découvert sur Meta mais que tu augmentes pas ton acquisition, bah, ça te fait une belle jambe. Mais c'est intéressant du coup d'avoir cette lecture un peu tridimensionnelle euh, pour piloter du coup tes campagnes. Et tu allais parler du coup d'un autre cas. Ouais, j'allais parler d'un autre cas où là, on est plutôt sur un secteur ultra concurrentiel, où nous, on avait tendance, tu vois, à mettre plutôt de l'argent sur Meta. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est genre le phénomène marketplace, tu vois. C'est un produit où les gens sont hyper éduqués et donc potentiellement, tu vois, tu vas avoir plus de personnes qui vont aller sur Google dans une dimension, tu vois, dans un acte d'acheter et qui vont avoir une tendance à comparer justement les différents concurrents qu'il va y Hmm. avoir sur le marché. Et là, pour le coup, bah, pousser Google, de fait, ça semble plus logique. Et du coup, c'est ce que je disais, quand tu prends un peu du recul sur la situation, tu te dis, ouais, mais en fait, normal, tu vois. Hmm. Mais du coup, questionnaire post-achat a fait que du coup, on a poussé plus Google. Est-ce que tu as des erreurs que tu vois, une erreur que tu vois souvent avec les marques qui mettent des questionnaires post-achat en place? Ah oui, les marques qui mettent 10 questions. C'est un vrai sujet parce qu'en fait, en plus, je pense que souvent, elles se rendent pas compte, mais c'est du jargon à souhait et les clients comprennent pas du tout. T'as cette partie-là et ensuite, t'as une autre erreur qui est de pas, de vraiment se fier à la data à l'instant T et tu vois, de tout casser et de pas se dire, en fait, il faut prendre du recul, ça reste quand même du déclaratif. Hmm. Et donc l'idée, c'est de prendre quand même ces éléments-là avec prudence Ouais. et de faire en sorte de justement toujours nourrir cette analyse avec d'autres données, tu vois. Ouais. Il suffit en plus que tu aies juste un post Insta qui a fait un peu le buzz et du coup ça fait monter tes résultats déclaratifs sur une semaine et c'est pas du tout lié à tes invests. Tu disais, alors un point intéressant, on n'a pas parlé, mais tu disais que plus tu as de questions, moins les gens répondent, ce qui a du sens, ou plus il y a de jargon, moins les gens comprennent. C'est quoi un bon taux de réponse pour toi qu'il faut viser? Je dirais 70. 70, c'est pas mal. Ok. Ouais, 70. Euh, Dernière question pour toi, Mélissa. Si une marque nous écoute et veut mettre en place ça dès cette semaine ou le conseiller à sa direction marketing, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire?
Je dirais de prendre Zigpol. C'est pas du tout une conso, mais c'est pas mal. Pour les marques qui sont sur Shopify. Faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire vraiment quelles sont les questions auxquelles on a envie de répondre. Et à mon sens, la toute première, c'est quoi le levier qui déclenche l'achat. Et ensuite, laisser du temps quand même aux données de remonter, au questionnaire de s'alimenter, et ensuite faire une analyse consolidée. Je pense que c'est un mécanisme qui prend pas beaucoup de temps, je trouve, et qui honnêtement peut changer pas mal de choses, quoi. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup, Mélissa, pour cet épisode sur le questionnaire post-achat, riche en apprentissage et en conseils pratiques. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Market Makers, peu importe où vous êtes, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Mettre 5 étoiles, évidemment, et partager l'épisode à d'autres personnes. On te souhaite du coup bonne continuation, Mélissa, et à très vite. Merci beaucoup, à plus. Salut.